Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Kinesi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Peter O'Sullivan, kinésithérapeute en Australie occidentale, spécialisé dans le traitement des douleurs chroniques. Peter va nous présenter le concept de mal de dos chronique ainsi que le concept de thérapie fonctionnelle cognitive ou TFC. Qu'est-ce que la TFC? Comment fonctionne-t-elle? Et comment peut-elle aider à lutter contre la douleur chronique? Nous approfondissons ces questions avec Peter pour comprendre l'impact de la TFC sur le traitement de la douleur. Nous comparons la TFC à la thérapie manuelle et à l'exercice physique dans le traitement et la gestion de la douleur. Aussi, Peter nous présente l'examen clinique et l'évaluation de base de chaque nouveau patient qu'il reçoit à son cabinet. Il nous raconte ensuite l'histoire d'un de ses patients qui est venu la semaine dernière, la façon dont il a abordé la douleur du patient, les questions qu'il lui a posées et les suggestions qu'il a faites pour réduire la douleur du patient par le biais d'une expérience comportementale guidée. Cet épisode a été traduit entièrement en français pour votre compréhension, mais l'épisode en version originale est aussi disponible sur votre plateforme d'écoute. Si vous voulez pratiquer votre anglais, n'hésitez pas. Aussi, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à laisser un avis positif ou 5 petites étoiles et partager l'épisode autour de vous pour m'aider à faire grandir ce podcast et continuer à vous proposer du contenu intéressant. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Peter O'Sullivan. Bonjour Peter. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. De même. Donc il est 10h30 en Europe et il est 16h30 pour vous. Vous êtes en Australie occidentale, c'est ça? Oui, à Perth. C'est la ville la plus isolée au monde, ce qui jusqu'au Covid semblait être une mauvaise chose. Mais pendant le Covid, c'était un énorme avantage. Ok. Vous n'avez pas eu trop de restrictions pendant le confinement? En fait, il y a 2 routes qui mènent à l'Australie occidentale. Et elles étaient toutes les 2 bloquées. Nous étions sur une île dans une île et nous avons vécu une vie tout à fait normale. Nous nous sentions coupables d'ailleurs de ce qui se passait dans le monde, mais nous ne pouvions aller nulle part en dehors de notre État et personne ne pouvait entrer. Tout l'État était littéralement verrouillé et c'est la taille de l'Europe occidentale. L'Australie est immense, vous savez. Et on avait tout cet espace pour nous. C'était un peu bizarre, mais nous étions extrêmement reconnaissants et nous nous sentions presque coupables de vivre une vie normale et de regarder ce qui se passait dans le reste du monde. C'est fou. C'est bien, vous avez eu le bon côté du bâton, tant mieux pour vous. Oui, tout à fait, oui. Mais vous n'êtes pas australien, vous êtes de Nouvelle-Zélande, c'est ça? Oui, je suis kiwi. J'ai grandi dans une petite ville au nord de la Nouvelle-Zélande. J'ai suivi ma formation de kiné dans le sud, à Dunedin, et j'ai travaillé 3-4 ans et je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte ou que je suive une formation complémentaire parce que j'avais l'impression de toucher à tout mais de ne rien savoir. J'avais suivi toutes les formations possibles pour un nouveau kiné diplômé et j'avais vraiment l'impression d'avoir appris tout un tas de techniques mais de ne pas avoir une compréhension profonde de ce qui se passait, cela m'a vraiment déstabilisée. J'ai donc fini par aller dans l'État de l'Ouest pour me former en tant que thérapeute manuel. À l'époque, il s'agissait d'un diplôme d'études supérieures et cela m'a incité à faire de la recherche, car je me suis dit que nous en savions très peu sur la douleur. Il y a très peu de recherches disponibles. J'ai donc commencé à faire une maîtrise, un master, puis un doctorat. Et toute ma carrière s'est déroulée en 2 temps. Le premier dans une clinique où j'ai passé la moitié de mon temps, et le deuxième à l'université pour ma recherche, et où j'enseigne à l'université de Curtin. Ok. Vos recherches portent principalement sur la lombalgie chronique? Oui. La douleur chronique, en fait. Nous avons beaucoup travaillé sur les douleurs lombaires chroniques parce qu'il s'agit de la première cause d'invalidité parmi tous les problèmes de santé. Mais nous avons étendu notre travail au-delà du mal de dos et de l'arthrose à la douleur. Parce que le modèle de soins que nous avons mis au point pour le mal de dos chronique convient parfaitement à la prise en charge de la douleur chronique en général. C'est donc en quelque sorte la direction que prend notre tremplin. Maintenant,
En tant que clinicien, je travaille avec n'importe quelle douleur chronique, qu'il s'agisse de l'ATM, la cheville, le genou, la hanche, l'épaule. Ce sont des douleurs aux caractéristiques très similaires. Nous travaillons sur les facteurs de risque pour développer la chronicité. Et les facteurs de risque de développer une douleur chronique et les stratégies de gestion qui sont importantes pour la récupération sont les mêmes indépendamment de l'endroit où la douleur se trouve. Oui. Est-ce que vous travaillez à mi-temps en tant que chercheur et à mi-temps dans votre cabinet? À quoi ressemble votre emploi du temps chaque semaine? Le lundi, mercredi et vendredi, je fais 3 séances à la clinique, puis le mardi et jeudi, je fais une séance d'1 heure l'après-midi. J'enseigne aussi, j'alterne en quelque sorte mes journées. C'est plutôt cool comme emploi du temps. Oui, c'est très cool. Et je pense que ça me permet de rester entre ces deux mondes, le monde de la recherche, où nous explorons des questions et où nous pouvons développer des hypothèses et les tester dans le cadre d'une recherche. Et puis à la clinique, je peux développer les hypothèses auprès d'un patient et les tester avec lui. Ainsi, mes deux univers sont vraiment axés sur la vérification d'hypothèses. L'un concerne l'individu dans son intégralité, l'autre la recherche qualitative, les essais cliniques et la recherche épidémiologique. Nous utilisons donc toutes sortes de méthodologies différentes pour répondre aux questions qui sont importantes pour les patients et les cliniciens. Oui, c'est vraiment intéressant de voir les deux extrémités du spectre. Oui, tout à fait. Est-ce que vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire au cabinet? Est-ce qu'il y a une spécialisation? Oui, nous avons un certain nombre de thérapeutes dans notre cabinet. Nous nous occupons principalement de douleurs musculo-squelettiques. Nous avons donc un large éventail de kinés du sport, de kinés spécialisés dans la douleur et de kinés spécialisés dans l'appareil locomoteur, ainsi que de kinés vestibulaires. Il y a aussi un psychologue avec qui nous travaillons, qui voit certains de nos patients, qui sont des cas complexes avec des traumatismes majeurs, des personnes avec des troubles anxieux et des dépressions majeures. Et nous travaillons en tandem. Chaque semaine, nous nous réunissons pour parler des cas les plus difficiles et de la manière dont nous pouvons mieux soutenir ces personnes qui souffrent. C'est un super endroit pour travailler. So we work in tandem with them. We have every week we have a team meeting where we come together and we talk about really tough cases and how we can better support people with pain. So it's fun. So it's a wonderful place to work. Oui, ça s'entend. Ok, si vous voulez bien, j'aimerais parler avec vous de la TFC, la thérapie cognitive fonctionnelle. Oui. Dans l'article que vous avez mentionné dans votre masterclass qui est sur YouTube, l'article est de 2012 et publié dans le European Journal of Pain sur la douleur lombaire non spécifique. Il compare la TFC versus la thérapie manuelle et l'exercice, et l'étude montre que la TFC est plus efficace pour réduire l'intensité et l'incapacité liées à la douleur que la thérapie manuelle et les exercices. Donc ma question est la suivante. Devrions-nous tous adopter la TFC dans nos traitements pour les lombalgies chroniques? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, je pense qu'il faut d'abord prendre du recul par rapport à cette question et je poserai cette question suivante. Que savons-nous des causes de la lombalgie chronique et quels sont les mécanismes de guérison? Si nous réfléchissons à ce que nous savons sur le mal de dos chronique, nous savons qu'il s'agit d'une maladie très courante. C'est la première cause d'invalidité dans le monde, tout problème de santé confondu. Nous savons que ce que vous voyez dans un scanner, un examen d'imagerie, ne prédit pas ce que vous ressentez ou ne prédit pas le degré d'invalidité dont vous souffrez. Ce n'est donc pas seulement une question de structure. Nous savons que 25 à 30% des personnes souffrant de douleurs de dos aiguës développeront un problème chronique. Nous savons que les acteurs prédictifs de l'apparition d'un problème chronique chez ces personnes sont liés à des pensées souvent catastrophiques de type « j'ai un terrible problème, ça ne va jamais s'améliorer, je suis vraiment endommagé, je dois passer un examen d'imagerie, etc. » Cela peut créer de la détresse et de la peur chez la personne. Si la personne devient angoissée, effrayée, elle devient aussi surprotectrice et commence à éviter les activités et les mouvements de la vie quotidienne. Cela crée un cercle vicieux de douleur et d'incapacité. Il existe des preuves très solides sur le sujet. Par conséquent, si les moteurs du handicap sont liés à la façon dont les gens pensent,
et à leurs émotions face à la douleur et à leur incapacité, nous avons besoin d'interventions qui ciblent explicitement ces éléments. Et c'est essentiellement ce que fait la CFT, ou TCF en français. Dans le cadre de la TCF, donc thérapie fonctionnelle cognitive, qui est très adaptative et centrée sur la personne, il s'agit de déterminer les éléments clés et les éléments qui permettent d'atteindre les objectifs. Quels sont les éléments clés qui sont à l'origine de la douleur et de l'incapacité de cette personne? Le thérapeute ciblera ces éléments explicitement autour des 3 domaines de traitement. Ce que nous savons de la guérison de la douleur chronique, c'est que ce qui doit changer, c'est la façon de penser de la personne. Ainsi, si on réduit l'idée de catastrophisation de la douleur, si on réduit la peur, si on améliore l'auto-efficacité face à la douleur, on améliorera la santé du patient. Et ce sont les éléments que nous avons explicitement ciblés dans le traitement. Donc je demanderai à un thérapeute dont le traitement de la douleur chronique repose principalement sur la thérapie manuelle et les exercices, s'il cible aussi explicitement les pensées, les émotions, les comportements de ses patients dans ses traitements. Si ce n'est pas le cas, le patient risque de ne pas aller mieux. Il ne s'agit donc pas de dire quel traitement est supérieur à un autre, mais plutôt s'il fonctionne vraiment bien. Que savons-nous sur les causes d'un problème et que savons-nous sur ce qui doit changer pour qu'une personne aille mieux? Et quel est le meilleur moyen d'y parvenir? Ce que nous savons d'après les recherches, c'est qu'il est possible de renforcer l'auto-efficacité d'une personne, de modifier ses croyances et de réduire sa peur grâce à l'exercice. Mais est-ce que nous le faisons de manière explicite? Nous pouvons peut-être le faire par le biais de la thérapie manuelle et des exercices, mais que se passe-t-il si la personne ne va pas mieux? Quelles sont les options qui s'offrent à elle et à nous en tant que thérapeutes? Donc, il faut qu'on apporte d'autres solutions. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens comme cela autour de nous qui sont passés par là, et la plupart des personnes qui ont participé à nos essais cliniques ont reçu des soins primaires, ont consulté des kinés, des thérapeutes, des chiropracteurs, des ostéopathes. Ils ont vu des médecins qui leur ont prescrit des médicaments, ils ont reçu des injections, ils ont eu des interventions chirurgicales et ils ont toujours mal. Alors, que faire avec ces patients? C'est ce que nous avons ciblé à travers nos interventions. C'est intéressant. Les exercices de thérapie manuelle et de TCF peuvent-ils fonctionner de concert? C'est une question intéressante parce qu'en tant que kiné, j'utilise mes mains comme si j'étais un thérapeute manuel. J'ai fait une formation en thérapie manuelle. Cela n'a pas beaucoup de sens si un patient vient me voir, me raconte son histoire et me dit « Écoutez, j'ai essayé tous ces programmes d'exercice, j'ai suivi de nombreuses interventions en thérapie manuelle, mais je ne vais pas mieux. Cela n'aurait aucun sens pour moi de leur donner le même traitement. » Ce serait comme si vous alliez chez le médecin et que vous lui disiez par exemple « J'ai pris cet antibiotique et il vous en prescrit d'autres. » Cela n'a aucun sens. En tant que clinicien, je dois, et je me suis rendu compte très tôt dans ma carrière, d'avoir des compétences en thérapie manuelle, en prescription d'exercices. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens que je ne pouvais pas aider. J'ai donc été contraint, en tant que clinicien et chercheur, d'élargir ma boîte à outils, parce que j'ai réalisé que ces techniques fonctionnaient pour certaines personnes, mais pas pour la majorité des cas. Et donc, au lieu de me poser la question « Qu'est-ce que je peux ajouter à ma boîte à outils ?», je me demande plutôt « Quelles sont les meilleures compétences que je peux utiliser pour aider cette personne à l'instant T dans sa vie ?» Et je pense que d'après les preuves, ce qui marche vraiment est d'enseigner aux gens à prendre le contrôle sur leur santé, leur apprendre à s'autogérer, leur donner un sentiment de confiance pour revenir aux choses de la vie qu'ils aiment. C'est la compétence que tout thérapeute devrait développer s'il travaille avec une personne souffrant de douleurs chroniques. Quel est le processus lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit « J'ai vu beaucoup de thérapeutes, j'ai fait tous les exercices et je suis toujours coincé ». Oui, alors il y a un document que j'encourage vos auditeurs à lire, ça s'appelle « Lives on Hold » de Sam Barsley. Elle décrit les histoires des personnes souffrant de douleurs chroniques en direct. C'est une chose terrible, vous savez, d'essayer plein de traitements, de se faire dire plein de choses négatives sur son corps, de perdre confiance dans son corps, se sentir déconnecté du monde, de ne pas avoir confiance en soi, de sentir sa vie comme en suspens et de ne pas voir de solution pour aller de l'avant. C'est l'histoire de beaucoup de personnes. Donc, quel est le scénario type? Si quelqu'un vient me voir, la première chose que nous faisons est de procéder à un examen de base. Nous éliminons les drapeaux rouges et les pathologies graves, car nous ne voulons pas passer à côté d'infections cancéreuses, de fractures, etc.
Nous ne voulons pas passer à côté de ce genre de choses. Donc, nous devons éliminer toutes ces pathologies malignes sous-jacentes. Ensuite, nous demandons aux patients ces objectifs à court terme et à long terme pour leur traitement. Leurs objectifs sont vraiment intéressants car souvent les gens disent « je veux être soulagé, je ne veux plus avoir mal ». En général, ce n'est pas systématiquement le cas, mais leurs objectifs à long terme sont généralement les suivants. Je veux retrouver ma vie, je veux retourner au travail, je veux jouer avec mes enfants, je veux pouvoir marcher sur la plage, je veux pouvoir faire des choses qui donnent du sens à ma vie. S'il s'agit d'une personne âgée, elle dit « je veux garder mon autonomie » ou « je veux recommencer à faire des exercices ». Ou encore « je veux retrouver le sommeil parce que je ne peux pas dormir avec cette douleur ». Ce sont généralement ce genre de choses. Et c'est très intéressant. En tant que thérapeute, nous nous concentrons souvent sur la douleur. Mais en réalité, c'est la vie des gens que nous essayons d'influencer ici. C'est ce que nous allons chercher à savoir, à comprendre. Ensuite, nous leur faisons remplir un questionnaire de dépistage basique. Nous utilisons l'outil de dépistage Aurora, mis au point par un psychologue spécialiste de la douleur, Stephen Linton, en Suède. Il s'agit d'un questionnaire en 10 points. Il est très simple. Il vous demande où se situe la douleur, quelle est son intensité, comment est-ce qu'elle perturbe votre sommeil. Ensuite, les questions, c'est pouvez-vous accomplir les activités de base de la vie quotidienne? Quel est votre niveau de stress, d'anxiété? Quelle est votre humeur? Est-ce que vous pensez pouvoir travailler avec votre douleur actuelle? Si la douleur vous fait mal, évitez-vous le mouvement et l'activité physique? Pensez-vous que votre état va s'améliorer? Etc. Ces questions portent donc sur la douleur, l'incapacité, les émotions, les croyances et les croyances relatives au travail, à l'activité physique et au pronostic du futur. Nous savons que ces facteurs sont très importants. Donc si on obtient un score élevé à ce questionnaire, il est très probable que cette personne soit à la fois très angoissée et dotée d'un système de croyances négatives à l'égard de son corps. C'est une personne handicapée. Elle ne dort pas, vous savez, et cela perturbe sa vie. Cela donne un aperçu très rapide de la nature de la maladie. Ensuite, nous leur demandons de remplir le diagramme de leur douleur pour localiser celle-ci. La douleur est dans le corps et ils remplissent le diagramme en ligne sur Internet et ensuite je l'examine après l'avoir imprimé. Il se peut qu'ils aient eu des examens d'imagerie aussi. Donc ils viennent dans ma salle en consultation et ma première question c'est la suivante. Pouvez-vous me raconter votre histoire? Tout le monde a une histoire et je m'intéresse à la leur. Je m'intéresse à ce qui a commencé et à ce qui s'est passé. Parce que ces personnes arrivent avec une histoire que personne ne leur a demandé de raconter avant. On leur dit souvent « Alors, quel est votre problème? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Personne ne leur demande « Racontez-moi votre histoire. » Et souvent, ce que vous entendez dans cette première minute, vous entendrez vraiment quelque chose de très important. Mon histoire a commencé quand j'avais 15 ans. Vous savez, c'était une période terrible dans ma vie. Mon mariage s'est effondré, etc. Ou encore, mon histoire a commencé quand j'ai une terrible blessure qui a mis ma vie en danger. Ou bien, mon dos me fait défaut et s'effrite. Et j'ai eu les nerfs pincés ou j'ai le dos d'une personne de 60 ans, comme si quelque chose d'important se produisait et qu'il fallait le raconter à partir de cette histoire. Ensuite, nous suivons le patient en explorant l'impact de ses croyances sur sa douleur, ses réactions émotionnelles à la douleur, ses comportements face à la douleur, ses perceptions de son corps. Il s'agit donc d'une approche très holistique, centrée sur la personne, qui consiste à se mettre à sa place. Dites-moi ce que c'est de vivre à votre place dans la journée. Quel est le schéma de votre douleur? Y a-t-il un modèle de douleur? Les choses qui vous font mal, les choses qui vous soulagent. Vous comprenez? Comment pensez-vous que je puisse vous aider dans votre cheminement? Quels sont vos objectifs en matière de rétablissement? La semaine dernière, j'ai reçu un homme de 53 ans qui était profondément handicapé et déprimé et qui ne croyait pas en sa guérison. Il avait subi une importante opération de la colonne vertébrale. On lui avait dit que c'était quelque chose avec lequel il devait vivre. Il a dit « J'ai l'impression d'être une personne de 80 ans à la fin de sa vie ». C'était son histoire. Donc après ces questions, je lui ai demandé de me décrire les choses qui lui font mal, les choses qu'il craint et les choses qu'il évite. On les a explorées ensemble. L'examen physique est donc très fonctionnel. Nous explorons les choses qui sont là, les obstacles à la guérison par le biais de l'examen. Profoundly disabled and depressed and had no belief in his recovery. He had major spinal surgery. He'd been told it was just something he had to live with. And he said, I feel like I'm an 80-year-old and my life's come to an end. So that's his story. The other stories that we get people coming in with. And so after unpacking that, we go, tell me the things that
hurt you, the things that you fear or the things you avoid, let's explore them. So our physical examination is very functional. We explore the things that are their barriers to recovery through the examination. And often during that time, we'll go, hey, so for him, it was like, I can't sit, I can't stand, I can't bend, I can't lift. And his goals were things like, I want to play with my cats. That was a goal of his, but I can't because I can't sit on the floor. I can't bend over. I can't lift. So I can't play with my cats. That was one of his goals. I can't sit for any period of time, so I can't work. So another goal was his ability to sit for a period of time. Ce patient m'a dit, je ne peux pas m'asseoir, vous savez, je ne peux pas tenir debout, je ne peux pas me pencher, je ne peux pas soulever. Et un de ses objectifs était, je veux jouer avec mes chats. C'était un de ses objectifs. Mais il ne pouvait pas s'asseoir pendant trop longtemps. Il était tellement tendu, effrayé et angoissé pendant l'examen. Il n'arrivait même pas à détendre son corps. Et quand je lui ai dit, quelle est la sensation que vous avez dans votre corps? Il m'a dit, j'ai l'impression d'avoir des griffes qui me serrent tout le temps. C'est musculaire. Ce que nous savons de la peur, de la détresse d'une croyance que vous avez perdue, c'est que votre corps se met en mode protection inconsciemment et consciemment. Et cela fait partie de cette boucle, de ce cercle dans lequel on se retrouve piégé. Tout au long de ce processus d'examen, j'ai dit, et si nous vous aidions à détendre votre corps? Et si nous vous amenions à briser ces règles qui vous ont gouverné, qui vous ont emprisonné en vous disant « Oh, vous ne pouvez pas vous plier ou soulever des charges avec le dos droit ou bien vous devez renforcer votre tronc. Nous allons vous aider à vous détendre. Votre tronc vous permet de détendre votre corps. Vous pouvez vous pencher, votre dos est en toute sécurité. Vous pouvez bouger naturellement sans devoir vous protéger. » Au cours de la séance, il s'est rendu compte qu'en faisant cela, il ressentait moins de douleur. Alors qu'il s'attendait à ce que cela aggrave son état, ça allait de mieux en mieux. C'est ce qu'on appelle une expérience comportementale guidée. À la fin de la séance, nous avons pu dire « Donnons un sens à tout cela pour vous. Nous allons vous aider à donner un sens à votre histoire, à votre schéma, votre expérience et à votre compréhension de ce qui se passe dans votre situation, c'est-à-dire que vous pensiez d'origine que vous étiez fichu. Vous aviez perdu espoir, vous étiez triste, isolé socialement, vous aviez peur, vous étiez évitant face au mouvement. Et tout cela a créé tout ce vent dans votre système nerveux, rempli de douleur, de détresse et de dépression, et en plus, vous ne dormiez pas. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Nous pouvons mettre cela en évidence et l'isoler, puis élaborer un plan. À la fin de la séance, il m'a serré la main, il m'a dit « Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous m'avez apporté aujourd'hui. Vous m'avez redonné de l'espoir. Vous m'avez redonné de l'espoir, et maintenant, je sais que je peux changer. Je peux retrouver certaines choses qui m'apportent de la valeur et me dire que ma vie n'est pas finie. » Vous savez, il avait déjà imaginé pour lui une fin difficile, sans espoir. La thérapie manuelle ne peut pas guérir cela. Moi, je suis formée en thérapie manuelle, j'ai fait la formation. Ces compétences ne m'ont jamais donné la capacité d'emmener cette personne dans un voyage comme celui-ci. Et c'est très, très gratifiant en tant que thérapeute. Je pense que c'est un aspect charmant du travail que nous faisons. Il est à la fois gratifiant pour le patient et pour le clinicien de faire partie de ce voyage de transformation. Absolument, oui. Il y a un aspect très psychologique important dans le domaine biopsychosocial. Oui, nous savons que c'est le cas. Et j'entends les gens dire « Oh, vous savez, ce n'est pas un rôle pour les kinés. » Et moi, je dis « Alors, ne travaillez pas avec la douleur. » Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans votre vie. J'en ai eu plein des douleurs, moi, dans ma vie. Et on ne peut pas avoir de douleur sans émotion. Cela n'arrive pas. Je veux dire, pour être franc sur le sujet, j'ai pratiqué des sports relativement extrêmes et j'ai ressenti des douleurs dans mon corps en atteignant mes limites. Et cette émotion est probablement de l'exaltation. Mais lorsque vous ressentez une douleur que vous ne comprenez pas, qui est effrayante ou menaçante, cela a une toute autre signification. C'est vrai. Pour en revenir à ce patient, est-ce que vous le suivez toujours? Est-ce que vous allez le revoir chaque semaine? Je le vois cette semaine. Le processus habituel que nous proposons aux patients concerne l'autogestion. Je lui ai donc donné des stratégies sur lesquelles travailler cette semaine. Vous savez, il y a tout un programme. Et je le reverrai cette semaine, puis 2 semaines après, et enfin 3 semaines après. Et nous commençons à créer de l'espace entre les séances. Alors on s'appuie sur ce programme pour renforcer ses compétences et sa confiance.
Son programme pour la semaine consistait donc à lire et à écouter des histoires de certaines personnes qui ont vécu la même chose, et cela aide à lui donner une vision différente, lui redonner de l'espoir. Cela lui donne aussi des stratégies à mettre en place pour s'asseoir et se détendre. Apprendre à plier le dos plus naturellement, sortir de la maison, aller se promener. Vous savez, pour juste retrouver de la confiance en son corps. Il est vraiment en train de rompre des habitudes en fait, et de tracer un chemin pour aller de l'avant. Je lui ai dit, parlez-moi des choses que vous voulez retrouver dans votre vie. Pour lui, s'asseoir davantage est une chose que nous allons réévaluer. Jouer avec ses chats, sa capacité à se pencher naturellement et à utiliser son corps. Ne pas avoir évité de faire trop de choses. Cela sont des choses que nous évaluons. Une fois qu'il les aura atteintes, nous nous pencherons sur le prochain objectif. Il s'agit donc de vivre selon les valeurs des patients et de faire en sorte qu'ils recommencent à faire des choses qu'ils apprécient dans leur vie. Et vous savez, c'est tellement intéressant. Je pense aux patients que je croise ou aux gens qui m'envoient des emails ou des cadeaux. Ils ne me disent jamais, jamais, jamais le score de leur douleur. Et ils me parlent toujours de ce qu'ils ont réussi à accomplir dans leur vie, qu'ils ne pensaient jamais pouvoir refaire un jour. Et je pense que cela vous dit quelque chose sur la façon dont nous devons penser en tant que thérapeute, parce que nous sommes tellement fixés sur la douleur que nous oublions la personne, alors qu'en fait, c'est la valeur de la vie qui est le point final de leurs objectifs, qui est la chose sur laquelle nous devons vraiment tous nous concentrer, à 100%. C'est ce qui nous motive en tant qu'être humain. Oui, c'est vraiment normal. Il s'agit donc d'une relation bidirectionnelle entre la douleur et l'humeur. Nous savons que si notre humeur est faible, nous serons plus sensibles à la douleur. Et vous savez, si vous avez mal et que cela vous éloigne des choses que vous aimez, cela perturbera aussi votre sommeil, cela impactera votre humeur. En règle générale, si vous ne pouvez plus vivre votre vie et continuer à faire ce qui a de la valeur à vos yeux, cela aura un impact. Ainsi, si vos valeurs sont liées à la pratique d'une activité physique, au fait d'aller au travail, de jouer avec vos enfants, et que vous recommencez à perdre cela, cela aura naturellement un impact sur votre humeur. Mais la douleur est aussi une source de distraction. Ce patient de la semaine dernière m'a dit qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Il m'a dit que lorsqu'il essayait de travailler pendant plus d'une heure, c'est comme si deux personnes avec des haut-parleurs lui hurlaient dans les oreilles. Il n'arrivait pas à penser. C'est vraiment pénible et épuisant pour les gens, et cela a aussi un impact sur leur humeur. Ce même patient m'a dit « Je n'arrive pas à dormir, je ne dors que 3 heures par nuit. Je suis épuisé et cela se répercute sur mon humeur. » On a donc commencé à chercher des choses qui ont un impact sur son humeur. La douleur est l'élément principal. La douleur chronique est l'élément essentiel qui influence l'humeur. Mais de la même manière, si vous donnez de l'espoir aux gens et que vous leur permettez de recommencer à faire des choses qu'ils aiment et qu'ils commencent à dormir, à se détendre, à bouger, à se réengager dans le monde, leur humeur s'en trouvera améliorée et nous disposons de ces outils dans notre boîte à outils. Le fait de reprendre une activité physique, de s'engager socialement, stimule l'humeur. C'est pourquoi nous allons explicitement cibler ces éléments dans notre traitement, à 100%. Et nous ne les pratiquons pas. Nous ne les pratiquons pas sans discernement. Mais l'étendue est vraiment intéressante parce que nous savons que la respiration est vraiment liée à notre système nerveux parasympathique et sympathique. Alors, quand on a peur, que fait-on? Nous commençons à respirer rapidement. Si nous sommes anxieux, si nous avons peur, si nous sommes en détresse, nous le manifestons dans notre corps. Et nous le manifestons souvent à travers notre respiration, notre tension corporelle et notre posture. Donc, nous travaillons beaucoup avec le corps. Les gens pensent souvent qu'il s'agit d'une thérapie par la parole, mais il s'agit plutôt d'une thérapie par l'action. Par exemple, ce patient ne pouvait à peine s'asseoir. Il était assis, très tendu, avec une respiration thoracique très rapide. Nous lui avons dit, d'accord, détendez-vous. Ralentissez votre respiration. Concentrez-vous sur une longue expiration. Utilisez votre diaphragme. Et tout de suite, sa douleur a diminué. Le simple fait de faire cela est comme un bouton de réglage du volume sur le système nerveux lié à la respiration. Cela concerne principalement la douleur au repos. Mais nous constatons également que lorsque les gens s'engagent dans un mouvement, ils retiennent leur respiration, ce qui fait partie de leur mécanisme de protection. Ils utilisent souvent la pression interne pour contracter les muscles de leur dos et fixer leur diaphragme lorsqu'ils bougent. On entend donc souvent les gens retenir leur respiration lorsqu'ils se penchent, se lèvent d'une chaise ou se retournent. Nous utiliserons donc des techniques de respiration pour briser les mécanismes de protection
c'est-à-dire les comportements protecteurs, pendant qu'ils s'engagent dans des activités fonctionnelles. Et c'est aussi un moyen très puissant de briser ces processus protecteurs, inutiles et surprotecteurs dans le corps. En général, c'est par le biais de l'expérimentation comportementale. Si une personne croit, comme ce patient qui a un remplacement de disque en fait, mais on lui a dit que les niveaux au-dessus étaient dégénérés, il se sent fragile et pense qu'il devrait protéger son dos. Mais grâce à cette expérience comportementale qui l'a amené à se détendre et à bouger et à se rendre compte qu'il ressentait moins de douleur, il a pu à nouveau se concentrer sur d'autres choses. Qu'est-ce que cela nous dit? Je lui ai demandé. Eh bien, en fait, vous ne protégez pas votre dos et vous ressentez moins de douleur. Qu'est-ce que cela vous apprend sur votre dos? Sa réponse a été « Cela me dit que je ne suis pas aussi fragile que je ne le pensais ». Nous utilisons donc l'apprentissage comportemental auprès de la personne et nous lui expliquons qu'il est plus difficile d'argumenter avec sa propre expérience. Il est très facile d'argumenter avec quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais là, nous utilisons l'apprentissage par l'expérience comme le moyen le plus profond pour que les gens contredisent leurs propres croyances, pour qu'ils y croient vraiment. C'est un peu comme si l'on disait qu'il n'y a pas de danger à voler cet avion, mais que si on vous l'a dit sans y croire, il faut vraiment le voler pour se rendre compte que l'avion est sûr. De la même manière, on ne peut pas dire aux gens de ne pas avoir peur. Ils doivent s'engager dans l'activité et se rendre compte que leurs attentes n'ont pas été satisfaites pour actualiser cette croyance. Ce que nous faisons souvent, c'est enseigner la sécurité corporelle à partir de ce qu'ils croient. Nous enseignons la sécurité du corps, car ils ont peur dans leur corps, ce qui les amène à revoir leurs propres croyances. Ils me disent qu'ils pensaient que leur dos allait exploser, que leur disque allait se rompre, que leur nerf allait se coincer. Ils me disent aussi, je pensais que si je ne contrôlais pas ma posture, mes articulations instables allaient s'effondrer. Les gens ont ces croyances et nous les testons par le biais d'expériences comportementales pour vérifier ce qu'il en est. Et pour cela, il faut être un thérapeute très compétent et empathique, car on ne peut pas forcer les gens à faire des choses effrayantes. Cela risque d'aggraver leur peur et leur anxiété. D'ailleurs, la douleur pourrait s'intensifier. C'est donc un processus très délicat que de ramener les gens vers des activités et des moments qu'ils ont jusqu'à présent redoutés et évités. Donc une personne a un problème pour s'allonger. Elle a un problème de sommeil. Je vais vous donner un exemple. Un patient qui est venu il y a 2 semaines. Son problème principal est qu'il ne pouvait pas dormir. Il se réveillait avec des douleurs. Tout son dos était bloqué. Je l'ai donc examiné en position allongée parce qu'il a un problème de sommeil. Si quelqu'un a mal lorsqu'il s'assoit, ou qu'il est debout ou qu'il se penche, comme le patient que j'ai vu la semaine dernière, je ne l'ai pas du tout allongé sur la table. Les personnes s'allongent si elles ont des douleurs en position allongée lors de la séance. Et si elles ont des douleurs en charge, on commencera avec une position en charge. La position allongée est une très bonne position pour apprendre aux gens à se détendre. Mais si nous pouvons les entraîner à faire des tâches fonctionnelles, nous le ferons tout de suite. Nous passerons donc directement à l'activité fonctionnelle. S'ils ne parviennent pas à maîtriser l'activité tout de suite, nous la suspendrons jusqu'à ce qu'ils parviennent à la maîtriser, puis nous les y ramènerons. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous prenez donc la cause du problème et vous l'introduisez lentement, progressivement, à 100%. C'est ainsi que l'on développe la maîtrise de n'importe quoi. Vous savez, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà appris à faire quelque chose d'effrayant? Qu'avez-vous appris à faire? Comme ça, je ne sais pas. Le ski? Oui, le ski. Oui, tu es en France. Alors, comment est-ce que tu as appris à skier? Tu commences par aller sur la piste pour débutants, ensuite tu passes au niveau supérieur, puis au niveau supérieur, tu commences à faire des pentes plus difficiles, puis des bosses, etc. Tu construis petit à petit ta confiance pour faire des trucs plus effrayants, c'est ça? Oui. Donc tu développes des compétences. Et c'est ce que nous faisons avec les patients. Nous leur demandons de nous dire ce qu'ils ne peuvent pas faire et de faire le lien avec leurs objectifs. Nous leur disons, explorons ce que c'est pour vous de faire cela. Allons-y. C'est comme si nous étions un coach pour renforcer la confiance en soi, pour développer un sentiment d'auto-efficacité, pour s'engager dans des choses qu'ils pensaient ne pas pouvoir faire. Et ce qui est beau avec la douleur, c'est qu'on n'enseigne jamais une compétence qu'ils n'ont pas encore apprise. La plupart de ces compétences sont acquises par les êtres humains au cours des 3 premières années de leur vie. Et oui, tout à fait, oui. Et oui. Tout ce que nous faisons, c'est leur réapprendre quelque chose qu'ils savent déjà, qu'ils ont déjà appris. Parce qu'ils ont probablement déjà appris à rouler, à se pencher, à soulever, à marcher, à faire des choses normales avant même de penser à leur corps. Et ce que nous faisons, c'est redémarrer le système. La douleur perturbe tellement le traitement normal, lorsqu'elle est menaçante, effrayante et angoissante, qu'elle perturbe tout le système nerveux. C'est vrai.
Nous les ramenons donc vers ce qu'ils savaient déjà. Oh, C'est comme faire du vélo. top of my head right Si now. vous l'avez déjà fait, vous pourrez le refaire. No, Si vous avez déjà eu peur, vous pouvez encore skier. Oui, cela semble logique. Tout à fait. C'est très logique. En ce qui concerne l'imagerie, parfois les patients viennent avec le résultat d'imagerie qui montre une protrusion, une hernie discale, des choses effrayantes. Est-ce que cela peut avoir un impact négatif et comment les rassurer? Il y a de bonnes preuves scientifiques à ce sujet. Nous faisons la même chose. L'une des choses que nous faisons lors de l'examen, c'est de nous assurer que nous avons tout passé en revue. Par exemple, quelqu'un a une vision disparate et une douleur qui radie dans la jambe. Nous procédons à un examen neurologique complet. S'il y a de la force, y a-t-il de la sensation? S'ils ont des réflexes, si c'est le cas, cela n'a pas d'importance. C'est d'ailleurs ce que l'on constate souvent lorsque l'on diagnostique une sténose rachidienne. Ils se disent alors que leurs nerfs sont écrasés ou qu'ils ressentent une douleur irradiant dans la jambe et qu'ils ont un nerf pincé. Donc on les rassure, on leur dit en fait vous avez une très bonne force, vous avez une sensation complète et vos réflexes sont normaux. Ce n'est pas un nerf pincé. Si vous aviez un nerf pincé, vous perdrez de la force, des sensations et des réflexes. Vos réflexes sont normaux là. Donc il n'y a aucun signe de pincement du nerf. Cette imagerie ne me renseigne donc pas sur votre expérience de la douleur. Yeah. So we're taking them back to develop mastery again. It's like riding a bike. It's like if you've ridden it before, you can ride it again. If you've skied before, you can ski again. Mm-hmm. That's true. Seems logical. It is. Yeah. It is. It's very logical. In regards to imagery, sometimes Yeah. patients come with their results of imagery and they show Yeah. protrusion, herniated disc, Yeah. scary stuff. And it makes it worse almost. It increases their pain. How do you It can do. Yeah. How do you reassure There's good them? scientific evidence for that. Yeah. We do the same thing. So one of the things we do on with the examination is we make sure we're not missing something. So if someone's got a disc protrusion and they've got pain radiating down the leg, we do a full neurological examination to go, have they got power? Have they got sensation? Have they got reflexes? If they have, that's not relevant. And like we see this all the time with people who've got a diagnosis of spinal stenosis who go, oh, my nerves are being squashed. Or they've got radiating pain down the leg and they go, oh, I've got a pinched nerve. And then we go, actually, you've got really good power, you've got full sensation, and your reflexes are normal. That is not a pinched nerve. If you pinch a nerve, you will lose power and sensation and reflexes. Mm-hmm. You've got normal. So there is no sign of a pinched nerve. So that film does not tell me about your pain experience. Vous pouvez donc avoir une douleur à la jambe, mais elle peut être causée par autre chose. Et nous voyons cela tout le temps. Par exemple, de nombreuses recherches ont montré qu'il existe une très mauvaise relation entre ce que l'on voit sur une imagerie et ce que l'on ressent. Mais il y a une bonne relation avec les fractures. Nous savons que si on a une fracture, on la ressent, on la sent immédiatement. L'os fait mal, c'est une relation très forte. Qu'il s'agisse d'un prolapsus, d'une protrusion et d'une extrusion, la corrélation est peut-être beaucoup plus forte. Si vous avez une infection, vous allez la sentir. Il y a donc certaines choses pour lesquelles nous savons qu'il y a une forte corrélation. Mais pour les disques dégénérés, les bourrelets discaux, la douleur facétaire, les fissures annulaires et toutes les autres choses que l'on voit sur l'imagerie, il n'y a pas de bonne corrélation du tout. Nous explorerons donc cette question avec le patient. Puis, par le biais de l'examen comportemental, nous testerons. Nous lui dirons, si vous avez des nerfs pincés, nous pouvons identifier que si vous avez une fracture, vous ne vous sentirez pas bien pour vous détendre et bouger normalement. Vous allez vous sentir très mal, comme si ce n'était pas bien de marcher sur une jambe cassée, comme si boiter était normal et utile en cas de fracture. Il en va de même pour les protections, c'est utile. C'est quand le corps se protège pour permettre la guérison des tissus. Mais si la douleur chronique est très rarement ces choses-là. C'est très intéressant en effet. Les fractures guérissent, les infections aussi. Sinon vous seriez mort ou paralysé. Les tumeurs malignes, c'est la même chose. Vous savez, nous devons être conscients de choses comme le spondyloesthésis et d'autres choses. Mais avec ces types de troubles inflammatoires, les choses que nous faisons aident à se réengager, à avoir un bon sommeil, une activité physique régulière, des comportements de style de vie sain qui aident à réduire les processus inflammatoires dans tous les cas. En parlant de douleurs inflammatoires justement, de maladies auto-immunes et de fibromyalgie, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des patients souffrant de ces maladies et est-ce que vous pouvez les aider avec la TCF?
Oui, nous savons que les maux de dos vont de pair avec d'autres types de problèmes. Ainsi, si vous souffrez de douleurs dorsales, vous avez 10 fois plus de chances de souffrir de douleurs au cervical et de maux de tête. Il existe donc un lien très étroit entre les deux. Les douleurs dorsales sont souvent liées à d'autres douleurs, comme l'arthrite. Il s'agit donc d'un élément du tableau de la douleur. C'est pourquoi nous demandons aux patients de dessiner un schéma corporel. S'ils commencent à dessiner leur corps entier, ce n'est pas une question de structure, c'est l'ensemble du système nerveux qui est sensibilisé. Lorsqu'ils commencent à dessiner une ligne ou un cercle autour du dos, il est probable que les structures de la colonne vertébrale soient sensibles. Et je pense que c'est l'une des idées fausses de notre travail. Les gens se disent « Ah, vous savez, la TCF pense que c'est dans le cerveau. » Ce n'est pas dans le cerveau. Ces personnes ont une sensibilité locale exacerbée. En général, on les touche et elles sursautent. Leurs structures locales sont très sensibles. Il est donc possible qu'il n'y ait pas de processus sélectif dans le corps en l'absence de pathologie. Je pense que les kinésithérapeutes ne comprennent pas toujours cela. Ils se disent « Oh, ce n'est pas une pathologie, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas sur la tête. » La douleur du corps, vos pensées, vos émotions et vos comportements nous influencent. Mais il s'agit toujours de processus nociceptifs. Cela signifie simplement que ce n'est pas une pathologie qui les alimente. Nous savons donc que si on ne dort pas bien, si on mange mal, si on ne fait pas d'activité physique, si on surprotège le corps, cela peut déclencher des processus inflammatoires locaux qui peuvent ainsi sensibiliser le tissu. Nous savons que c'est le cas de l'arthrite. Nous savons que c'est aussi le cas des douleurs dorsales. Cela peut provoquer une véritable nociception. Et c'est là que Mark Laslett, vous savez, il est agacé par le mot non spécifique. Nous considérons le terme non spécifique comme une étiquette utile pour les thérapeutes et cliniciens pour dire que cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de nociception. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas de processus pathologique en cours, qu'il ne s'agit pas d'un cancer, d'une infection, d'une fracture. Ce n'est pas, par exemple, un syndrome de la queue de cheval ou un prolapsus discal. Mais il y a des structures vertébrales sensibilisées que vous pouvez identifier par votre examen et qui sont influencées par toutes ces autres choses que nous devons identifier chez cette personne. C'est pourquoi nous ne dirons jamais à un patient « Ah, c'est non spécifique ». C'est simplement quelque chose que nous dirons à un thérapeute « J'ai besoin de le savoir parce que je dois regarder ailleurs. Je ne dois pas m'en inquiéter, car c'est souvent le clinicien qui commence à s'inquiéter. Oh là là, mon Dieu, je ferais mieux d'être prudent. Cette personne a une protrusion discale ou autre chose. Non, je lui dis, ne vous inquiétez pas pour ça, il faut regarder les autres éléments, car nous savons qu'ils sont très importants pour cibler les soins d'un patient. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc ces personnes, par exemple, avec la fibromyalgie, considérée comme une maladie auto-immune qui peut bien fonctionner aussi. Kid who's got a chronic. Oui, pour la fibromyalgie, il existe des principes importants. Nous savons que l'un des 2 principaux facteurs prédictifs de fibromyalgie, c'est le manque de sommeil et le stress chronique. Quelle est la cause du stress ? Il se peut que la personne ait eu une éducation très difficile. Elle a peut-être été élevée dans une famille hostile, ou son lieu de travail est difficile, ou encore elle subit beaucoup de stress à la maison. Elle peut avoir un enfant atteint de maladies chroniques, des parents âgés, ou un partenaire atteint d'une autre maladie chronique. Elle ne dort pas. Elle peut avoir 3 enfants, 2 emplois et être chroniquement stressée. C'est un cocktail parfait pour la douleur. Un cocktail parfait. En tant que clinicien, nous devons déterminer quels sont les éléments modifiables et ceux qui ne le sont pas. En tant que kiné, je ne peux donc pas supprimer cela dans sa vie. Je ne peux pas faire ça, mais je peux lui faire comprendre pourquoi elle a mal. Je peux lui donner des outils et des compétences pour réguler son système nerveux. Je peux l'aider à optimiser sa situation et sa santé malgré tout. Donc c'est une chose délicate parce qu'il s'agit d'essayer de déterminer quels sont les facteurs de la douleur qui sont modifiables et quels sont ceux qui ne le sont pas. Et c'est donc notre travail en tant que clinicien de ne pas dire « Oh, nous pouvons guérir votre fibromyalgie, allons-y. D'accord, parlez-moi de votre sommeil. Parlez-moi de ce qui s'est passé dans votre vie. Parlez-moi de ce qui se passe au travail et à la maison.
Et peut-être que vous devrez travailler avec un psychologue pour apporter un soutien à cette personne, pour faire face à des circonstances de vie difficiles, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Donc fondamentalement, oui, ces choses sont potentiellement modifiables, mais cela dépend des circonstances de la vie de la personne et de la mesure dans laquelle elles sont modifiables. Lorsque vous voyez un patient chronique et que vous appliquez la TCF sur lui, est-ce que vous lui recommandez des exercices une fois que vous savez qu'il a une amélioration nette de ses symptômes et qu'il n'a plus de croyances limitées sur ses capacités de mouvement? L'exercice est donc le pilier. Si nous décrivons bien la TCF, le premier pilier est de donner un sens à la douleur. Deuxièmement, il s'agit de redonner aux gens la confiance en leur corps pour qu'ils puissent reprendre les activités qu'ils aiment. Troisièmement, il s'agit de changer de mode de vie. Une partie du changement de mode de vie consiste à permettre à chacun de pratiquer une activité physique en fonction de ses préférences. Nous ciblons les problèmes liés au sommeil, à une bonne alimentation, la relaxation, la gestion du stress comme l'un des principaux piliers, de sorte que chacun pratique une activité physique en fonction de ses préférences et de ses capacités. Cela se fait dès le premier jour. Ce n'est pas quelque chose qui vient plus tard. C'est le cas dès le début parce que l'activité physique a des effets bénéfiques incontestables sur le mode de santé, le mode de sommeil, la santé des os, la santé cardiovasculaire et le système nerveux. C'est donc l'un des éléments clés de l'intervention. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est l'un des éléments clés. Mais ce qui est différent, c'est que nous leur demandons de le faire en fonction de leurs préférences. Quelqu'un peut me dire « Ah, je déteste l'activité physique, mais j'adore danser. » Alors, parfait, nous allons faire de la danse. Il pourrait me dire « J'aime faire du vélo. » Très bien, on va faire du vélo. Il pourrait dire « Je vais nager, on va nager, etc. » Cool, allez dans l'eau. Nous allons donc les aider à acquérir la confiance nécessaire pour faire les choses qu'ils aiment. Oh, il ne s'agit pas de dire « Oh, tu dois faire cet exercice ». C'est plutôt parce que toutes les preuves nous disent que le meilleur exercice pour un être humain est celui qu'il aime, qu'il continue à faire pour toujours. Ça peut être le yoga, ça peut être n'importe quoi, la gym, ce que vous voulez. Lever des poids, je ne sais pas. Comme si, littéralement, je dirais, dites-moi la chose que vous aimez ou dites-moi la chose que vous êtes susceptible de continuer à faire. C'est ce que nous viserons. Peter, quelle formation un kinésithérapeute peut-il suivre pour se familiariser avec la TCF et l'utiliser au quotidien? Oui, c'est une bonne question. Il y a différents éléments ici. Donc, premièrement, je serai à Londres à la fin du mois et il y a un atelier de 3 jours à Londres. C'est donc une option, vous pouvez venir à l'atelier. Pour l'instant, si vous allez sur notre site internet restorebackpain.com, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez faire part de votre intérêt sur le site et vous recevrez des mises à jour et des updates sur toutes les opportunités qui émergeront. Parce que nous y travaillons en ce moment pour développer des compétences dans ce domaine. Nous mettrons le lien du site dans la description de l'épisode. Oui, super. Donc la formation en ligne sera bientôt disponible, probablement en août. Nous l'avons faite, nous l'avons filmée, tout se met en place. C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé très dur. En tant qu'équipe, nous voulons créer les meilleurs outils d'apprentissage pour les thérapeutes afin de les soutenir. Il y aura des choses gratuites pour les cliniciens, pour les patients, pour les soutenir. Mais il faut aussi le financer, donc il y aura des choses payantes. Il y aura donc des frais pour accéder à une partie de l'apprentissage. C'est vraiment vraiment cool parce qu'en plus, il y a un quiz pour que vous puissiez tester vos connaissances. Donc c'est très bien pensé et ça a été testé sur le terrain aussi. Et avec nos essais cliniques. Super. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps, Peter. C'était une conversation vraiment super intéressante. Avec plaisir, merci beaucoup. J'espère que cela aura été utile à vos auditeurs. Ah oui, j'en suis sûre. Vous savez, la France est un de mes pays préférés en fait. Je vais vous dire que je me promène autour du Mont Blanc en juillet. Et je suis à Londres pour une semaine. Je sais que je suis au Royaume-Uni pour une semaine. Je vais à une conférence en Suisse. Et ensuite, ma famille vient me rejoindre en Allemagne. Et nous marcherons autour du Mont Blanc pendant une semaine. C'est l'un de mes endroits préférés. Ça va être très sympa. Super. Vous devriez peut-être organiser un événement avec d'autres kinés là-bas. Ah oui, peut-être, ce serait bien. Merci beaucoup, Peter. À bientôt. Au revoir. Really hard. We basically, as a team, we want to create the best learning tools for clinicians to support them. And there'll be free stuff, but for clinicians and for patients and to support them. But we obviously have to fund it. So there will be a fee
to Yes. accessing some of the learning. But Yes. it's pretty cool because actually there's a quiz, so that actually you can test your knowledge. Um, yeah, it's been thoroughly well thought through, and it's been road tested as well in our trials. Perfect. Well, thank you so much for your time, Peter. That was a very It's a interesting pleasure. conversation. Yeah, Thank you very much. pleasure. Well, I hope it was useful for your listeners. Yes, I'm sure. I'm sure it was. France is one of my favorite countries. Actually, I'm got to let you know, I'm walking around Mont Blanc in Oh, July. wow. So I'm in London. I'm in London for a week. I know I'm in the UK for a week, and then I'm at the IFOMP conference in Switzerland, Hmm. and then my family are coming to meet me in Chamonix, Lovely. and we're walking around Mont Blanc for a week. Oh, It's one of my favorite places. So that's gonna be nice. um, Yeah. I'm looking forward to it. Oh, perfect. Perfect. Well, maybe you should get together, organize a networking event with other physios. Yeah, maybe. That would be good. Well, thank you. Thanks again, Cool. Peter, and we'll chat A to you pleasure. soon. Okay, bye. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que la traduction a été claire pour vous. J'espère qu'il n'y avait pas de trop de décalage entre la version originale et la version en français. En tout cas, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles, à le partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à l'épisode prochain.